Merci, Madame, Monsieur le Président, mes chers collègues. Euh, on m'a demandé d'essayer de positionner la place de la stimulation de l'air de la branche gauche dans la prise en charge de la resynchronisation myocardique. Et je vais essayer de faire ça en 3 minutes. Je n'ai aucun conflit d'intérêt pour cette présentation. Vous savez tous que l'insuffisance cardiaque est une maladie hémodynamique, est une maladie neuro-hormonale. Eh bien, actuellement, c'est également une maladie électrique. Et on va essayer de voir ça à travers quatre chapitres. L'intérêt d'analyser le QRS et surtout de dire que c'est un bloc de branche gauche. Quel est le concept de la stimulation physiologique? On va voir les indications de l'ERA 2025 dans les blocs atrioventriculaires, dans la resynchronisation et dans l'ablation du nœud AV. Et enfin, je vais vous dire mon opinion pour mon pays qui est le Maroc, comment on pourra placer cette stimulation de la branche gauche, d'autant plus qu'il y a maintenant une panoplie d'études qui nous permettent d'aller dans ce sens-là. Vous savez que l'arsenal électrique de l'insuffisance cardiaque est fait par de la fibrillation atriale, de la tachycardie atriale, des extrasystoles ventriculaires, des tachycardies ventriculaires, un bloc de branche gauche qui est présent dans 20 à 25% chez les patients insuffisants cardiaques. Et enfin, une autre catégorie de patients qui est la stimulation apicale ventriculaire droite. Et vous savez, retenez la règle de 20, quand la stimulation dépasse 20% tout le temps, eh bien, il y aura 20% de patients qui feront de l'insuffisance cardiaque. Eh bien, ces anomalies vont donner 4 types d'anomalies électriques: une irrégularopathie, une tachymyopathie, un défaut de couplage et une désynchronisation qui, elles, vont donner ou aggraver de l'insuffisance cardiaque. Et cette insuffisance cardiaque, avec le remodelage, avec les arythmies, eh bien, va fermer la boucle. Et nous avons trois types de traitements: le traitement médical, l'ablation et enfin l'implantation des prothèses cardiaques. Et bien sûr, mon topo va être focalisé sur une petite partie du traitement électrique qui est le traitement de la désynchronisation. Vous savez également que la branche gauche, le bloc de la branche gauche, peut être créateur de dysfonction ventriculaire gauche, mais malheureusement, parfois, il n'est qu'un simple accompagnateur. Et donc, le traitement de ce bloc de branche gauche va être particulier selon son type, selon son expression électrique. Il est maintenant démontré que quand ce bloc de branche gauche s'installe, eh bien, il y aura une désynchronisation, il y aura des anomalies hémodynamiques, il y aura des dysfonctionnements de piliers qui vont aboutir à une insuffisance cardiaque. Et cette insuffisance cardiaque, et c'est le souhait donc de tous les rythmologues, cette insuffisance cardiaque qui est concomitante avec un bloc de branche gauche, eh bien, on a l'espoir que quand on stimule ces gens-là de manière physiologique, eh bien, qu'on récupère une fonction ventriculaire gauche qui est normale. Alors, selon les définitions américaines, la stimulation physiologique, c'est la stimulation biventriculaire, mais c'est également la stimulation du faisceau de His et la stimulation de l'air de la branche gauche. D'accord? Je reviendrai par la suite sur la stimulation hissienne rapidement pour vous dire qu'elle n'est plus d'actualité. Et vraiment, le duel va être entre la stimulation de la branche gauche, de l'air de la branche gauche, et la stimulation biventriculaire classique. Qu'est-ce qu'on retient des recommandations européennes? Pour être simple, moi j'aime toujours les schémas simples. Eh bien, quand vous avez un QRS inférieur à 130 millisecondes, avec une insuffisance cardiaque traitée médicalement, une fraction d'éjection inférieure à 35%, on discutera l'implantation d'un défibrillateur. Et quand vous avez un QRS au-delà de 130 millisecondes, eh bien, on va discuter une resynchronisation et ensuite le défibrillateur. Donc, la largeur du QRS, elle est importante pour le choix des malades. Et quelle est la meilleure lorsque la fraction d'éjection est au-delà de 35%, vous savez que malheureusement, ce sont les cœurs les plus bons qui fibrillent le plus, malheureusement.
et donc on n'a pas d'indication claire sur cette fraction d'éjection entre 35 et 50%, et c'est vraiment un trou dans les indications. Enfin, vous avez la plus belle indication, c'est le rythme sinusal, un bloc de branche gauche au-delà de 150 millisecondes, et c'est la meilleure indication pour resynchroniser les patients. Mais la pratique est autre chose. D'accord? Ça, ce sont des schémas quand j'étais à l'hôpital militaire. Et vous savez que, par exemple, sur ce patient-là, on avait toujours une stimulation phrénique, quel que soit l'endroit où on sélectionnait les malades. Là, vous voyez que l'anatomie elle est faible et par conséquent, on ne peut pas mettre la sonde également sur les autres cas. Et donc, malheureusement, quelle que soit la dextérité de l'opérateur, parfois, on met la sonde là où on peut et la resynchronisation n'est pas bonne. Mais cette difficulté anatomique n'est pas la seule limite de la resynchronisation. Sachez qu'au moins un tiers des patients vont être des mauvais répondeurs. Ils sont des mauvais répondeurs parce que la sonde n'est pas mise en place correctement, parce que l'anatomie ne le permet pas, parce que les malades ont des troubles du rythme, tels qu'une fibrillation atriale, des extrasystoles ventriculaires fréquentes, et par conséquent, donc, on ne capture pas plus de 95% les ventricules, parce que les QRS sont fins et l'indication est mauvaise, ou il y a un bloc de branche droit, parce que l'étiologie est ischémique et vous avez beaucoup de fibrose sur la paroi antérolatérale et donc ça ne sert à rien de mettre une sonde sur la paroi antérolatérale, parce que les malades sont à un stade terminal, aussi bien sur le plan cardiaque que d'insuffisance rénale, et enfin, quand il y a une désynchronisation échographique sans QRS large, et à la fin, vous avez la dysfonction ventriculaire droite qui va vraiment stopper le bénéfice de la resynchronisation. Et quand on a ce genre de malade, c'est comme ça que l'idée de la resynchronisation par la stimulation du système de conduction spécifique est née. Eh bien, on pense à autre chose. On pense à améliorer ces malades en stimulant donc le système de conduction spécifique. D'abord, regardez cette étude. Vous avez ici la resynchronisation classique. On a un QRS à 170 millisecondes et quand on a ajouté une stimulation sur la branche gauche, les QRS se sont affinés. Une autre étude, gain sur la fraction d'éjection, gain sur la classe fonctionnelle et gain également sur la mortalité, sur la survie par la stimulation de la branche gauche chez les gens qui sont non répondeurs à la stimulation biventriculaire classique. D'accord? Alors, il est logique de penser quel est l'intérêt. Pourquoi cette branche gauche donne de tels résultats? Eh bien, voyons voir d'abord comment est dépolarisé le cœur dans une stimulation biventriculaire. Vous avez une stimulation endocarde-épicarde par la sonde ventriculaire droite, mais vous avez une dépolarisation épicarde-endocarde par la sonde du sinus coronaire. Et donc déjà, il y a un conflit de collision, il n'y a pas de dépolarisation homogène de l'endocarde vers l'épicarde des deux sondes. Et ça, c'est la première correction qu'apporte la stimulation de la voie de conduction spécifique. Vous avez une dépolarisation endocardique vers l'épicarde. D'ailleurs, ça a été rapporté qu'il y a beaucoup plus d'arythmie parfois avec la stimulation biventriculaire à cause de ce problème de collision de dépolarisation. Mais ce beau papier qui a été publié en 2005, qui est le document, le papier de consensus, vous montre, vous avez tout ce qui est rouge, c'est rapide, tout ce qui est bleu, c'est lent. Quand on voit une dépolarisation biventriculaire, eh bien, vous avez du rouge sur la paroi latérale, sur l'apex du VD, mais il y a encore du vert qui se trouve sur la masse ventriculaire. Et quand vous avez une stimulation de la branche gauche, vous avez, qu'elle soit sélective ou non sélective, vous avez une dépolarisation précoce du ventricule gauche et le ventricule droit est tardif. Par contre, quand vous stimulez de manière spécifique le HIS, eh bien vous avez une dépolarisation synchrone, tout est rouge. Tout est rouge. D'accord? Alors,
vous auriez pu dire, mais pourquoi on ne stimule pas le his? C'est la meilleure possibilité de resynchronisation. Ben, je vais vous répondre. Voici les désavantages de la stimulation hissienne. Premièrement, la zone à mapper, elle est difficile. Deuxièmement, les centres se déplacent plus. Troisièmement, les seuils sont très élevés. Et par conséquent, on a cédé la main à la stimulation de la branche gauche au lieu de la stimulation hissienne. D'autant plus que si les malades sont stimulodépendants, on est obligé de mettre une sonde de sécurité dans le ventricule droit. Et donc, c'est pour ça que les services spécialisés dans la resynchronisation par la conduction spécifique ont cédé à la stimulation de l'air de la branche gauche. C'est quoi l'air de la branche gauche? C'est stimuler soit la branche gauche, soit une hémibranche, soit le myocarde qui est proche de la branche gauche. Et on le recherche en calculant le tiers supérieur à partir du his vers l'apex. Et c'est cette zone-là en vert qu'on appelle l'aire de la branche gauche. Voici un exemple de la pratique de tous les jours. Vous avez le his en haut, vous avez l'apex du VD. Eh bien, un tiers, deux tiers. On recherche les critères, c'est-à-dire une onde Q R en V1. Et vous avez ici la position des sondes quand on fixe la sonde. C'est une sonde sans guide et donc de type métronique. Vous avez ici la durée du QRS avant l'implantation qui est à 191 millisecondes et après l'implantation, on passe à 114 millisecondes avec un stimulus apex de l'onde R qui est inférieur à 80 millisecondes et par conséquent, on est vraiment dans l'aire de la branche gauche. On est non sélectif parce qu'il n'y a pas d'espace entre le spike et le QRS et donc on est non sélectif sur la branche gauche. Alors, pourquoi c'est important de faire la différence entre un vrai bloc de branche et un bloc de branche qui ne répond pas aux critères? Celui qui est le plus utilisé, eh bien, c'est les critères de Strauss. Les critères de Strauss définissent le bloc de branche comme un retard gauche, mais avec un aspect en M en latéral, c'est-à-dire en V5, V6 et en D1 et RVL. Et cet aspect-là, il est important. Et les cliniciens doivent le chercher parce que quand on a cet aspect-là, eh bien, cela veut dire que vraiment la teinte topographique de la lésion, elle est au-dessus de la séparation myocardique, au-dessus du réseau du picunier. Mais ce qui est important également, et vraiment je voudrais que vous fassiez attention à cette diapositive, c'est que l'histoire ne commence pas au niveau de la branche gauche, bien il commence au-dessus. Et on sait maintenant que la branche gauche, elle est individualisée au niveau du nœud auriculoventriculaire. La branche droite, elle est individualisée au niveau du nœud auriculoventriculaire. Et vous concevez très bien que si on stimule ici, à ce niveau-là, eh bien, on va resynchroniser les malades. Mais quand l'atteinte elle est distale, elle est myocardique, quand on stimule ici, eh bien, le problème n'est pas réglé. D'accord? Et cette séparation, elle est importante sur le plan clinique car elle nous permet de comprendre pourquoi certains malades vont répondre à cette stimulation de la branche gauche. Effectivement, quand l'atteinte elle est proximale, quand le bloc gauche il est typique, eh bien ces malades-là vont répondre à la resynchronisation par la branche gauche. Par contre, quand l'atteinte elle est distale, regardez ce bloc gauche, il n'est pas typique, il y a un sommet au niveau de l'onde R et donc par conséquent, ce type de bloc de branche témoigne plutôt d'une atteinte myocardique distale du réseau de Purkinje. Et cette atteinte-là, c'est elle qui donne un défaut de contraction et donc un retard de contraction, mais ce n'est pas un bloc gauche. Autrement dit, eh bien, c'est un des premiers messages que j'ai. Quand vous avez un bloc gauche typique, eh bien, ça veut dire que l'atteinte, elle est proximale et ça veut dire que ces malades-là vont pouvoir être améliorés par la stimulation de la branche gauche. Par contre, quand le bloc n'est pas typique, eh bien, probablement que l'atteinte est myocardique. Et dans ce cas-là, on va privilégier la stimulation biventriculaire qui peut mieux améliorer les patients par rapport à la branche gauche. De plus, on a maintenant des méta-analyses
qui montre la supériorité de la simulation de la branche gauche sur la fraction d'éjection, sur la réponse échographique, sur la classe fonctionnelle, sur la durée du QRS, sur la réduction du diamètre du ventricule gauche et même sur les hospitalisations et sur la mortalité. D'accord? Donc, sur le plan rythmique, moins de tachycardie et fibrillation ventriculaire en prévention secondaire, moins de troubles du rythme ventriculaire en prévention primaire et moins de fibrillation atriale comparativement de la simulation de la branche gauche avec la simulation biventriculaire. Que dit l'ERA dans ses recommandations? Et c'est un peu décevant parce qu'elle ne s'est pas prononcée franchement pour la simulation de la simulation de l'aire de la branche gauche. Eh bien, vous avez la simulation ici biventriculaire qui reste relativement importante dans la resynchronisation, sauf chez les non-répondeurs et dans l'échec du sinus coronaire. Vous avez également ici, on a passé en silence cette possibilité d'avoir une stimulation permanente et par conséquent dysfonction ventriculaire gauche. Et quand on a une ablation du nœud atrioventriculaire, moi je ne comprends pas pourquoi on ne demande pas d'emblée une stimulation de la branche gauche, car on sait que même ces malades qui ont une fraction d'éjection de plus de 50% risquent de faire une insuffisance cardiaque. Et pourtant, le seul inconvénient de cette technique, c'est quand il y a beaucoup de fibrose au niveau du septum. Et c'est pour ça que je propose, et on pourra en discuter, que quand il y a une insuffisance cardiaque, un bloc de branche gauche, une IRM, elle est importante pour éliminer de la fibrose sur le septum. Si le malade a un bloc auriculoventriculaire ou une ablation du nœud, on s'en fout de la fraction d'éjection, car s'il est stimulé en permanence, on sait qu'il a un risque d'au moins 20% de faire une insuffisance cardiaque. Et dans cette catégorie-là, on peut proposer la stimulation de la branche gauche car elle est plus efficace, je vous ai montré les résultats, car elle est moins compliquée dans la technique que la resynchronisation biventriculaire, car elle est plus économique. Le prix il est divisé par 2 quand on utilise le matériel de la branche gauche par rapport à celui de la simulation biventriculaire. Quand on ne peut pas, on va bien sûr choisir la simulation biventriculaire. Quand il y a une mauvaise indication telle qu'un bloc de branche atypique, on choisit la biventriculaire. Et quand ça ne marche pas, eh bien, on essaiera d'associer les deux, c'est-à-dire la simulation de la branche gauche et la simulation biventriculaire. Eh bien, voici le nombre d'études, au moins une trentaine d'études, qui vont répondre à ces questions-là, c'est-à-dire que choisir pour un BAV complet. Est-ce qu'on peut faire d'emblée la resynchronisation par la stimulation de la branche gauche? Et quelle est la meilleure technique quand on ablate les malades pour une fibrillation atriale rapide qui ne répond pas à une ablation de la FA? Je vous dis que les évidences s'imposent dans les esprits clairs et je pense que la stimulation de la branche gauche est une technique évidente et claire qui va s'imposer dans l'avenir. Je vous remercie.